que ce soit problème de son ou autre chose. OK? D'accord, monsieur. Voilà, donc on va commencer donc ce cours qui va se porter sur les normes et protocoles. Et, euh, et donc, dans ce premier chapitre, on va essayer d'aborder les notions les plus importantes, que ce soit d'un côté l'historique et pourquoi les normes existent. OK? Et donc, à travers les semaines à venir, on va essayer d'aborder les protocoles de façon, on va dire, avancée. Et l'objectif pour chacun, c'est-à-dire pour l'examination, etc., c'est d'explorer un de ces protocoles euh, c'est-à-dire soit même à travers des outils on va dire Wireshark ou d'autres outils pour explorer ces protocoles-là. OK? Donc, on commence. Donc, la première chose, donc, là, c'est les notions fondamentales. Je n'ai pas mis le titre mais dès le début, ce n'est pas un problème. Donc, je répète. Donc, nous avons deux entités communicantes, OK, avec des sources différentes qui vont communiquer à travers, on va dire, à travers le réseau, leurs données respectives. OK. Maintenant, ces deux entités ils doivent se mettre d'accord sur la façon de communiquer. OK. Donc, première chose qu'il faut savoir, le concept de norme. Généralement, une norme a un statut légal et elle est renforcée par un organisme, ok? Que ce soit ISO ou autre organisme. Après, il y a les standards. C'est plus des recommandations euh, qui sont préconisées par un ensemble ou un groupe d'utilisateurs ou un groupe d'entreprises qui vont recommander ça. Il y aura certaines différences dans l'implémentation de ce standard. Et un standard, il a la particularité, la plupart du temps, c'est d'évoluer. Donc, dans l'univers Internet web, on retrouve plus des standards que des normes, parce qu'il n'y a pas un statut légal qui les renforce, etc. Je vais accepter les étudiants. OK? Donc, dans l'univers des, dans l'univers Internet, on a plus des standards. Après, on a un protocole. Dans le réseau, on parle plus de protocoles qui sont pour la plupart des règles et des conventions qui vont spécifier la façon dont comment on va échanger les données. Okay? Ça a un rapport plus au réseau, puisque c'est la communication. Donc c'est pour ça qu'on parle de protocole de communication. Et après, ça, la certification qui a plus de relation avec les normes. C'est-à-dire, ça consiste à vérifier, à attester euh, qu'un produit, parfois qu'une des entreprises, respecte cette norme. On a certification ISO, d'autres certifications qui sont plus pour les dispositifs électroniques, etc. Consommation d'énergie, etc. Donc, on a cet aspect certification. Dans l'univers, je répète toujours, dans l'univers Internet, on n'a pas ce genre de, il n'y a pas vraiment de certification pour beaucoup. C'est plus, c'est des standards, c'est des recommandations, et donc il peut y avoir des différences. Okay? Donc, il y a plusieurs organismes qui sont responsables soit de la standardisation ou des normes. Okay? Dans l'univers du web, on connaît la W3C, World Wide Web Consortium, euh, qui, qui a des standards dans tout ce qui est web, dans l'HTML, JavaScript, etc. On a E3E, tout ce qui est protocole réseau de bas niveau, c'est-à-dire niveau physique, donc Wi-Fi, Ethernet, etc. Il y a EEC ou la CE,
c'est plus électrotechnique, ok? Électrotechnique, industrialisation, automatisation. IUT, tout ce qui est télécommunication, ok? Zigbee, ce qui est une alliance pour le protocole Zigbee. ETSI, je ne me rappelle pas très bien, mais bon, ça c'est le genre d'organisme dans le domaine de télécommunications qui vont délivrer des standards et des normes. Ok. Voilà. Après, par exemple, dans le type dans la standardisation, c'est un travail continuel. Et au début, un standard, là, si je prends le cas de la W3C, on va franchir des étapes jusqu'à arriver à un standard qui est stable. C'est-à-dire, au début, un standard, c'est juste un draft, c'est un brouillon. On commence à faire des discussions, même si certains, on va dire dans la W3C, c'est plus le web, c'est-à-dire les navigateurs web, même si au début, les navigateurs web, ils vont implémenter d'une certaine manière ce standard. Mais il est toujours au niveau brouillon. OK? Et au fur et à mesure que ça se stabilise et au fur et à mesure que les navigateurs web ils vont euh, évoluer dans l'implémentation, le standard il va évoluer de statut. Donc, on passe de candidate recommendation, proposed recommendation jusqu'à W3C recommendation. Et ça aura une relation par rapport à la maturité de l'implémentation de ce standard. OK? Donc, dans la W3C, on va retrouver l'HTML, JavaScript. Bon, JavaScript, c'est un autre organisme. Il y a le CSS, etc. Vous allez retrouver ces standards-là. Et sinon, ne sont pas des normes, hein, parce qu'il n'y a pas un aspect légal derrière, etc. On ne fait pas de la certification des navigateurs web. Il n'y a pas un aspect légal dans cela. Et c'est bien parce que s'il y avait des normes, ça aurait coûté très cher parce qu'on paye pour avoir ces certifications. Il y a donc l'organisme qui certifie, il est payé c'est-à-dire pour vérifier qu'on respecte ces normes ou ces normes. Voilà. Donc voilà un exemple, ce qu'on appelle une spécification. Un standard, derrière un standard, il y a une spécification. C'est un document technique qui définit comment le protocole, dans le cas de la télécommunication, comment le protocole fonctionne. Donc, dans cet exemple, c'est le SIP qui est utilisé dans la VoIP. Donc, ça a cette forme-là. Bon, dans le cas de l'EETF, qui est un organisme, c'est un document vraiment en ASCII. Hein. Donc, il n'y a ni figures, ni... Même pour les figures, ils utilisent les caractères. On va voir plus tard. OK? Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les standards ne viennent pas comme ça. Il y a une sorte d'historique derrière ça. Et donc, vous vous rappelez, quand vous allez étudier le réseau, on fait toujours cette analogie OSI, TCP, IP. C'est parce que ces deux, OSI, TCP, IP, ils étaient des, euh, des standards concurrents, on va dire. Ils étaient en concurrence pour qui va, c'est-à-dire renforcer sa place dans le domaine industriel, civil, etc., militaire, etc. OK? Donc, je vous laisse un lien qui raconte un peu l'histoire et on va voir un peu les étapes par lesquelles ce standard-là est passé. C'est-à-dire comment on est arrivé d'avoir le TCP/IP qui a été le standard dans ce qu'on appelle Internet. OK? Donc, au début, il y avait, bon, je laisse toujours un peu de bout de texte de cet article. Donc, au début, euh, il y avait cet effort-là de ARPANET. Euh, C'était un réseau interne militaire qui utilise le packet switching. Okay? Donc, avant les packet switching, c'était les circuits switching. Dans la téléphonie, on réserve un canal de communication pour faire passer la voix.
C'est-à-dire il faut réserver le canal de communication avant que la communication puisse commencer. Okay? Alors que dans l'univers, ce qui a changé un petit peu par rapport à ce qui existait, c'est le fait d'utiliser des packet switching, c'est-à-dire des éléments de données indépendantes qui peuvent traverser plusieurs chemins, plusieurs circuits pour arriver à destination. Et donc, les gens qui étaient dans la télécommunication n'apprécient pas cette façon de voir et ils ont eu peur euh, par rapport à leur marché. Donc, il y a eu un effort de standardisation au début à travers le INWG. Et parmi les gens qui ont travaillé sur le TCP/IP, il y a Ventsurf, ok, ça inclut Ventsurf et d'autres chercheurs. Et ils ont voulu pour qu'on puisse avoir un standard, parce que c'était juste des petits réseaux, pour avoir un standard qui puisse euh, rallier tout le monde. Ok. Sauf que, sauf que toujours il y a cette résistance des gens de la télécommunication, de la téléphonie, qui disaient voilà, on peut pas faire cette transition vers le packet switching. Okay. On ne peut pas faire cette transition vers le packet switching. Et certains des gens qui étaient dedans, comme Cerf et d'autres, ils étaient frustrés par le fait que les gens de la télécom, ils voulaient renforcer ça. Donc, comme il disait, j'ai mis en surbrillance. Tant que, même si c'est du packet switching, mais à l'intérieur c'est du circuit switching, on accepterait le standard. Et donc, cette pression a fait que certains, ils ont quitté l'organisme et ils ont continué à travailler dans le, c'est-à-dire dans l'effort qui a été à travers ARPANET. Ils ont publié pas mal d'articles, okay, qui parlaient du TCP/IP. Okay. En même temps, il y a cet effort du OSI, okay, qui a commencé à travers plusieurs chercheurs, des Français, des gens des États-Unis, pour avoir un standard. Okay. Et ça a patiné au niveau osé. Il y avait, comme on a dit, c'est le fait que même les gens de la télécommunication, de la téléphonie, voulaient avoir que ce standard puisse supporter leur propre approche, et ça a patiné. En même temps, c'est-à-dire cet aspect bureaucratique a mis du temps pour avoir un protocole stable, mais en même temps, les gens qui travaillent sur la ARPANET, ils ont fait des progrès jusqu'à avoir la ARPANET qui a changé de protocole pour qu'elle fonctionne sur TCP/IP. Et après, le TCP/IP qui était plus simple, plus libre, euh, qui, voilà, qui avait une seule approche, qui était plus simple, moins compliqué, moins coûteux. Et il a eu plus de succès après et est devenu la base de ce qu'on appelle maintenant Internet. Okay. Et OSI, bien sûr, ça, on l'a oublié depuis. Et TCP/IP, il a pris la relève. Okay. Donc, il y a toujours une guerre des intérêts économiques qui font que certaines entreprises, ils veulent que ce standard n'existe pas pour qu'ils puissent répondre à leur intérêt. Et je vous invite à lire cet article qui est très passionnant et qui parle de cette histoire d'Internet par rapport à la naissance. Donc, quand on parle OSI versus TCP/IP, c'est parce qu'à un moment donné, c'était des concurrents. Après, on a une autre histoire, c'est l'existence de la W3C, okay, et qui existait d'un intérêt économique, okay, qui, euh, qui, a, qui faisait face Internet Explorer versus le Netscape. Okay. Donc, l'approche que prenait Netscape, c'était d'utiliser le standard W3C. Mais Internet Explorer, pour protéger son intérêt, parce qu'on on se disait, parce qu'avant, les logiciels, c'était quoi? C'était des choses, c'était des programmes qu'on installe sur PC. Avec Internet, on remarque que euh, le système d'exploitation
n'est plus important. C'est-à-dire, j'accède à mes services Internet, que ce soit à travers mon téléphone qui est sur Android, ou à travers Windows, ou à travers tout autre système d'exploitation. Donc, dans leurs esprits Microsoft, ils remarquaient qu'ils vont perdre, le système d'exploitation va perdre sa place. Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé avoir Internet Explorer qui ne respectait pas les standards, mais qui avait son propre standard propriétaire pour forcer tout le monde à utiliser Internet Explorer. OK? Et pour qu'ils ne puissent pas perdre leur part de marché. Et donc, ça a eu parmi les plus grands, on va dire, procès industriels de l'histoire, c'est le antitrust lawsuit contre Microsoft. Et on parlait de ce problème-là. Pourquoi? C'est-à-dire Microsoft, elle était déloyale par rapport à ça. Et bien sûr, avoir Internet Explorer qui est installé, forcer, c'est-à-dire des sites qui étaient forcés soit à être compatibles Netscape ou Internet Explorer, alors qu'Internet, normalement, elle doit être libre, standard, et quel que soit le navigateur qu'on utilise, que ce soit Internet Explorer ou Netscape, ce n'est pas important. Okay? Donc, quand on parle de la W3C, ce sera les standards HTML, CSS. Après, JavaScript, c'est un autre comité. Mais on parle déjà HTML, juste HTML, CSS. Il y avait des intérêts commerciaux, il y avait l'intérêt pour avoir le standard. Et donc, après, bien sûr, Netscape a eu pas mal de problèmes et elle a décidé de rendre le code source libre à travers le projet Mozilla, que vous connaissez tous, donc Mozilla Firefox. Et donc, à partir de là, avoir le navigateur gratuit, libre, et avoir des contributions de développeurs à travers le monde, ça permet de développer c'est-à-dire des navigateurs de qualité à concurrencer Internet Explorer. Et bien sûr, les standards W3C, c'est tout le monde qui les respecte. Okay? Et on remarque même par rapport à Internet Explorer, Microsoft a totalement abandonné même sa technologie de rendu pour utiliser V8 technologie JavaScript, a utilisé V8 de Google Chrome. Okay? Donc, il y avait un intérêt commercial. Le standard va casser l'hégémonie d'une entreprise sur le marché et éliminer une certaine monopolie. Le standard a un rôle par rapport à ça. Okay? Dès qu'il y a un protocole propriétaire qui va vous forcer à utiliser des dispositifs propriétaires avec un écosystème de l'entreprise, ça permet à cette entreprise d'avoir une hégémonie et un contrôle sur le marché. Et les standards permettent de casser euh, cela et donner l'opportunité pour tout le monde. Okay? Et maintenant, on a d'autres types de conflits commerciaux. Le plus récent, c'est le Lightning Port d'Apple. Donc, alors que l'Europe veut que tout le monde soit sur le Type-C USB, Apple résiste pour avoir une hégémonie par rapport à leur c'est-à-dire les câbles qu'ils vendent, etc., pour, on va dire, verrouiller le client et l'emprisonner, on va dire, euh, dans l'écosystème Apple. Okay? Il y a tout un, c'est très récent, hein. Il y a tout un, c'est-à-dire, tout un problème, on va dire, qui va être légal après, hein, entre la Commission européenne et Apple. Voilà. Donc, il y a la standardisation, il y a les intérêts commerciaux. Donc, un protocole propriétaire, il va renforcer le monopole et il va renforcer la dépendance des utilisateurs par rapport à un fournisseur précis et son écosystème. Ce n'est pas juste un dispositif, mais même d'autres produits qui vont euh, interagir. Le protocole standard, en contrepartie, il va permettre une concurrence loyale et réduire les coûts. Okay? Donc, vous allez avoir plusieurs fournisseurs, chacun avec sa qualité. On peut avoir une échelle de coûts, alors que s'il y a
une seule entreprise, elle va surenchérir, c'est-à-dire la solution. Voilà. Et donc aussi, ça va permettre de, on va dire, euh, ça va contribuer parce que comme on va ouvrir le standard, tout le monde peut y contribuer et ça permet d'avoir un développement exponentiel. Et on a remarqué ça pour Internet. C'est-à-dire que dès qu'on a un standard, tout le monde peut, peut avoir des opportunités. Par rapport à Internet, on a eu des tutos ouverts pour tout le monde, des cours qui sont, c'est-à-dire euh, tout est ouvert, la connaissance est ouverte par rapport à ce protocole-là, et tout le monde peut avoir une place. Et ça permet d'avoir un développement rapide de cette technologie. Et bien sûr, après, même les grands constructeurs, ils savent par rapport à ça. C'est-à-dire, au lieu de forcer tout le monde à avoir leur protocole propriétaire, parfois, ils peuvent se dire, voilà, si j'ouvre je vais m'associer avec d'autres constructeurs pour un standard, ça permettra d'avoir un marché beaucoup plus conséquent pour tout le monde. Voilà. Donc, les standards, bien sûr, même les entreprises, ils ont évolué par rapport à leur perception par rapport à ça. Okay. Et bien sûr, on a les organismes qui vont on va dire normer au standard. Donc, il y a plusieurs organismes. Donc, il y a la E3E, tout ce qui est, on va dire, niveau physique pour certains protocoles réseau. On a ISO. Il y a, bon, il y a Ethernet qui a aussi des équivalents par rapport à d'autres organismes. Il y a les certificats électroniques, aussi c'est ISO. Il y a l'EET aussi qui a des protocoles de communication dans l'univers de la téléphonie, GSM et autres. Et bien sûr, parmi qu'on connaît le plus dans les protocoles Internet, c'est EETF. On trouve le standard EDP, le TCP, l'Internet Protocol et d'autres. Parfois, les standards sont plus des standards de langage de programmation. L'exemple, c'est ECMA, qui a le ECMAScript qui est techniquement le JavaScript. Okay. Il y a Dart, c'est un autre langage, etc. Donc, même les langages de programmation, on va les standardiser. Pourquoi on parle de JavaScript? Parce que JavaScript est là une composante, on va dire, réseau. Parce que c'est le langage principal de programmation principal qui est le moteur d'Internet. Okay. Pour toutes les applications, services, réseau. Voilà. Et bien sûr, il y a le RFC, c'est le document. Okay. Le document, on a des spécifications. Dans le cas des ETF, on les appelle RFC, Request for Comments. C'est-à-dire, on appelle tout le monde à participer pour cette normalisation, la standardisation. Donc, ce qui est bien, ce n'est pas le cas de tous les documents, c'est que les documents techniques, les spécifications sont librement disponibles et gratuitement disponibles sur Internet. Ce n'est pas le cas de tous les organismes. Que ce soit pour ESO, que ce soit pour EEC, les documents sont payants. Et ça bloque vraiment le développement pour certains domaines. Par exemple, ceux qui vont travailler, par exemple, sur la smart grid, c'est-à-dire l'électricité intelligente, les documents sont payants et c'est difficile d'avoir accès à ces protocoles. OK? Donc, il y a le RFC. Derrière RFC, il y a des débats, il y a des discussions pour avoir le standard final. Bien sûr, après, à l'intérieur de ce document, de ce RFC, ou là, cette spécification selon c'est-à-dire l'organisme, on va retrouver divers éléments. Okay. Il y a les références. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un standard, parfois, n'existe pas en tant que seul. Il va dépendre d'autres standards. C'est pour ça qu'il y aura des références à d'autres standards. Okay. Bien sûr, il va vous indiquer. Donc, j'ai mis ça parce qu'on a parlé au début des étapes d'une spécification. Ici, par exemple, c'est la W3C. OK? C'est deux standards. OK?
on remarque qu'il y a deux états. Il faut vérifier par rapport à ce standard-là. Est-ce qu'il est prêt, non, non encore prêt, ou on est arrivé. Donc, pour le premier, c'est le système multicolonne de CSS. On remarque que c'est Candidate Recommendation. Donc, il est très avancé. Pour l'autre, le Web GPU, qui permet d'avoir la programmation GPU sur navigateur, on est encore au début, c'est-à-dire à l'étape Working Draft. Après, il y a les schémas. Je vous ai dit au début que, par exemple, ETF utilise que les caractères ASCII. On retrouve, par exemple, des schémas raison dans cette spécification. On trouve un schéma tabulaire pour désigner les paquets. Donc, ça ressemble à ça pour définir, par exemple, le TCP ou la UDP ou les couches de réseau. Okay. On retrouve ce schéma-là c'est un schéma tabulaire pour définir les paquets, leur structure, etc. Après, il y a la grammaire. C'est un truc que vous n'avez pas étudié. Bon, pour les informaticiens, dans tout ce qui est théorie de langage, ils l'ont étudié, c'est définir une syntaxe pour une écriture donnée. Ça, c'est un attribut qu'on retrouve dans un protocole qu'on appelle SDP. On va définir la syntaxe pour dire, voilà, euh, ce truc, il s'écrit comme je sais, type d'information. Après, il y a deux points. Après, il y a un point virgule. Après, donc, on définit la syntaxe de cette information. Okay. Donc, il y a l'aspect grammaire qu'il faut maîtriser. On peut retrouver même des spécifications de classes pour certains qui sont en train de, normalement, pour les M1, certains migrants l'orienter objet. Donc, on va définir, par exemple, la classe HTML, body. Quelles sont les fonctions, quelles sont les propriétés, comment on les utilise dans des exemples, etc. Donc, la spécification, elle peut parler de classe, d'interface, okay, et plein d'autres éléments. Donc, voilà. Donc, les éléments les plus importants qu'il faut savoir par rapport les spécifications. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'était clair? Est-ce que le son était bien? Okay. Donc, voilà. Allô? Le son était meilleur, monsieur. Ok, très bien. Donc, si vous avez des questions par rapport à cet aspect, je pourrais y répondre. Je pourrais même répondre après si vous avez des questions. Donc, c'est ça. Donc, je voulais parler un petit peu de pourquoi les standards existent, les intérêts commerciaux. Donc, le plus important de savoir, c'est si vous maîtrisez un protocole particulier qui est nouveau, qui est récent, vous aurez plus d'opportunités commerciales. OK? En tant que spécialiste dans la télécommunication. Mais parfois, il y a des documents techniques qui sont vraiment très avancés. Donc, il faut parfois se baser sur des livres, après lire quelques documents techniques pour avoir une certaine maîtrise. Voilà. Donc, il faut savoir ces aspects-là parce qu'ils sont importants pour votre carrière. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter cette première session et on va commencer la prochain chapitre. On va parler de tout ce qui est, on va dire, standard tout ce qui est transmission de bas niveau, c'est-à-dire le signal, etc., qu'on va aborder et on va comprendre l'évolution à travers les différents protocoles, surtout pour le Wi-Fi, Ethernet, etc. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter le cours ici et on va se voir la semaine prochaine, Inch'Allah, pour commencer à aborder les premiers standards et on va essayer de comprendre les différents aspects. Et sur YouTube, je vais essayer de couper le début, car on a eu pas mal de problèmes, de transmission audio. Voilà. Je vais essayer de vous envoyer le plus tôt possible l'intitulé du mini-projet. Vous allez explorer un standard particulier à travers des outils. Je vais vous donner un ensemble de choix et de comment vous allez faire votre mini-projet. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, vous allez nous envoyer le support du cours. Oui, je vais le mettre sur SlideShare. D'accord, merci. Ça sera sur Internet, SlideShare, je vais partager ça. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des liens, il y a des choses que je vous invite à relire, etc., si vous voulez voir plus de détails. Voilà.
Voilà, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.